Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Intelligence artificielle, magie et croissance du ROI au cœur du business de Sagacify. Kevin Françoise, CEO et cofondateur de Sagacify à Bruxelles. En 2016, en fait, quand le deep learning s'est introduit dans l'industrie et qu'on a commencé à découvrir les quantités incroyables d'opportunités, on est rentré sur cette niche-là parce que personne n'y était et qu'on a pu grandir là-dedans. Et là, à partir de 2017, on a vraiment commencé à grandir de manière significative parce qu'on s'est positionné sur la niche de l'intelligence artificielle via les données non structurées, à savoir le traitement automatique des images, des documents et du texte. Dans cet épisode, Kevin nous parle de Sagacify, la société spécialisée en IA qu'il a cofondée en 2014. C'est en connectant des rats de laboratoire avec des machines pour analyser les signaux organiques qu'il se rend compte de l'impact business extraordinaire de l'IA. Ceci l'amène à faire un doctorat en IA, puis à lancer sa boîte sur le sujet. Le concours ImageNet lance véritablement le Deep Learning. Il réalise en 2018 les potentialités du Deep Learning et pivote. Ils automatisent les tâches répétitives et rébarbatives liées aux opérations dans les entreprises. La création de valeur du business est au cœur de leur activité. Sagacify développe des solutions modulaires permettant donc une automatisation partielle ou complète des processus. Kevin nous explique comment ils ont su automatiser grâce au deep learning le traitement des emails entrants pour permettre aux équipes opérationnelles d'une compagnie d'assurance d'automatiser 90% du volume et permettre ainsi de décharger les officers de tâches sans valeur ajoutée réelle. Autre cas présenté également, celui de l'automatisation du traitement des factures qui a permis d'améliorer sensiblement les revenus de l'un de ses clients. Kevin traite le sujet de manière très claire et le rend comestible et compréhensible. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Kevin. Bonjour Solène. Merci de ton accueil à Bruxelles. Merci à toi. Je voulais juste, avant de commencer, remercier FinTech Belgium qui a très gentiment fait l'introduction. Et j'aimerais maintenant te demander, s'il te plaît, de te présenter aux auditeurs de FinScale. Alors, je suis Kevin François, je suis le fondateur de Sagacify, une société spécialisée en intelligence artificielle. Donc, j'aurai l'occasion probablement de l'introduire un petit peu plus tard. Tout à fait. La genèse de la société, donc on a commencé en 2014. C'était ta première, je veux dire, après tes études, t'es tout de suite juste après mon doctorat. Donc en fait, si je remontais encore un petit peu plus loin, donc je suis ingénieur en informatique et là, pendant mes études, j'ai eu l'occasion de découvrir en fait le machine learning via un cours de data science à l'UC Louvain, donc là à l'université en Wallonie, à Louvain-la-Neuve. Et ça m'a intrigué parce que plutôt que de devoir programmer un programme informatique en expliquant à l'ordinateur ce qu'il devait faire pour effectuer une tâche, eh bien c'est plutôt en montrant des exemples à une machine qu'elle arrivait à elle-même apprendre comment effectuer cette tâche et dériver les règles qui régissent en fait ce phénomène. Et je me suis dit, waouh! C'était en quelle année ça? Là, on est en 2005-2006. D'accord. Donc on était bien avant toute l'énorme hype et explosion du deep learning qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était beaucoup plus simpliste, mais c'était déjà de la magie. Mais par contre, c'était pas encore dans les mentalités de tout le monde. C'était encore un petit peu trop abstrait, quoi. Donc, mais ça m'a motivé à me lancer dans un stage dans le pharmaceutique, où là j'ai eu l'occasion de travailler dans un laboratoire pour découvrir de nouveaux médicaments. Et il connectait des rats de laboratoire, il capturait les électroencéphalogrammes. Et on exposait le rat à différents traitements. Et sur base des signaux organiques générés par leur cerveau, on devait analyser si le traitement avait un effet sur le rat ou pas. Donc c'est un signal complètement impossible à visualiser, à interpréter pour un humain. Et là, la machine y arrivait. Et donc moi, jeune étudiant, fraîchement à peine sorti de l'université, j'arrivais à créer énormément de valeur pour le business. Donc je me suis dit, waouh! Il y a quelque chose là-dessous, alors que c'est pas encore du tout connu dans le business, quoi. Et j'ai aussi du coup été en Espagne. On m'a invité en Espagne pour travailler sur un projet pour aider les laborantins à identifier les combinaisons de molécules qui seraient prometteuses pour des nouveaux médicaments. Et donc, parmi des millions de combinaisons, demander à l'ordinateur de nous aider à identifier les quelques centaines qui sont les potentiellement les plus intéressantes à étudier. Et ça, c'était au tout début? Là, on était en 2006, par exemple. Et c'était vraiment au tout début. On ne parlait pas de toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, c'est comme si on avait un peu de la magie dans la main quand on arrivait à maîtriser ces technologies. Donc, voilà. Donc, ça m'a motivé pour entamer un doctorat en intelligence artificielle, toujours à la même université.
où là j'ai pu étudier et apprendre énormément. Et quel était ton thème de mémoire de doctorat? Alors c'était le graph mining, c'était les données réseau, un peu les données réseaux sociaux par exemple, tout ce qui est les outils de recommandation à la Netflix, à la Spotify. Voilà, comment personnaliser l'expérience d'un utilisateur sur une plateforme web. Donc ça c'était un petit peu la thématique. Bon, on avait l'occasion d'aborder différents types de sujets, hein, comme la classification de documents, la classification d'images, la prédiction. C'est vrai qu'à l'époque on parlait beaucoup de... Le machine learning se cantonnait plutôt à des cases comme le churn prediction, hein, arriver à prédire si un client de mon entreprise, que ce soit une boîte télécom ou une assurance, une banque, va quitter à la concurrence ou pas. Lorsqu'un client doit contracter un nouveau prêt, on utilise des algorithmes de credit scoring qui vont prédire à l'avance si ce client va être capable de rembourser son emprunt. Voilà, on se cantonnait à ce genre de thématiques. On était bien avant du coup la mouvance deep learning qui a ouvert le champ des possibilités de manière exponentielle. On reviendra dessus après. Bien sûr. Et alors du coup, après ton doctorat, t'as créé ta boîte ou t'as un petit peu travaillé en corporate? Alors je pense qu'un doctorat est extrêmement fascinant. On apprend à découvrir la théorie et la technique derrière finalement tous ces algorithmes. Maintenant, c'est peut-être trop théorique pour moi. Et j'étais vraiment très intéressé et captivé par l'applicabilité de ces technologies dans l'industrie pour créer du business, créer de la valeur. Et donc en parlant du doctorat, j'ai fondé une petite boîte de consultance où j'étais d'abord tout seul. Très vite, j'étais débordé de boulot. J'avais du mal à avancer sur ma thèse. Qui étaient tes clients alors? Les entreprises pharmaceutiques continuaient à m'engager. Et là, j'ai été rejoint par mon voisin de couloir en thèse de doctorat. Donc, on était deux, donc c'est François Beuvens. Et on a donc créé Sagacify à deux. Ah, d'accord, donc tout de suite après le doctorat. Plusieurs mois après. Excellent. Là, on était du coup en 2013. Et très vite, en fait, on a été submergé par le travail et on a dû augmenter l'équipe. Oui. Et voilà. Super. Et maintenant, vous êtes combien chez Sagacify? Alors maintenant, on est 17. On connaît une forte croissance depuis 2018. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du business, la révolution du deep learning n'est vraiment apparue que vers le début 2015, plutôt 2016, avec le grand concours ImageNet, où les algorithmes devaient... Alors, en fait, j'aimerais bien, avant qu'on rentre dans le détail de Sagacify, je t'interromps, je suis désolée, c'est hyper mal poli, débroussailler les grandes thématiques autour de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machine learning, que tu nous expliques avec des mots simples, s'il te plaît. En quoi ça consiste réellement et l'applicabilité dans les domaines financiers, tu parlais du churn des clients, voilà, qu'on puisse vraiment se représenter comment ça fonctionne, de quels outils on a besoin pour travailler sur ces algorithmes et comment on met en place un algorithme. Vraiment les basics. Ok. Donc c'était une longue question, donc je vais essayer d'y répondre de manière la plus succincte possible. Et n'hésitez pas à me recadrer si jamais je dérive. Vas-y. Donc ce qui est important de savoir, c'est que le machine learning, donc l'apprentissage artificiel, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle, permet d'automatiser la prise de décision sur base d'informations. D'accord. Si on doit faire du churn prediction, on va automatiser la prédiction ou la décision de est-ce que ce client va quitter à la concurrence dans le prochain mois ou pas, sur base de son profil client, par exemple. Donc, on a toujours un input et la machine doit prédire un output. Ça, c'est le machine learning, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle. Et donc, clairement, on automatise la prise de décision. À ne pas confondre avec le RPA, Robot Process Automation, qui est bien connu aussi des banques et des assurances, qui, lui, effectivement, automatise aussi des tâches, mais qui sont elles-mêmes programmées par l'humain. Donc ce sont des arbres décisionnels en réalité. Des arbres décisionnels, donc il y a vraiment un algorithme qui a été façonné par l'humain, un expert métier qui dit voilà, dans ce cas-là tu fais ça, dans le cas B tu fais ça. Ici, le machine learning automatise aussi, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que la machine apprend elle-même à automatiser une tâche. Et généralement, on utilise du machine learning pour des problèmes beaucoup plus complexes qui ne sont pas résolvables par du RPA. Un exemple, pour faire de la classification automatique d'emails entrants, provenant de courtiers et de clients, l'ambiguïté de la langue est telle qu'on ne sait pas strictement programmer des règles qui dit quand on voit ce mot-là, le classer là, ou quand on voit cet autre mot, le classer plutôt dans une autre catégorie. Les tournures de phrases sont potentiellement infinies. Et donc, on ne peut pas adresser ce genre de problème avec du RPA. On doit avoir recours à du machine learning. D'accord. La différence maintenant entre le deep learning et le machine learning, le deep learning est arrivé à émerger dans l'académique en 2012. Donc, c'est relativement récent. Oui. Alors, c'est une technologie qui se base sur les réseaux de neurones, qui, eux, étaient déjà présents dans les années 80. Ça, c'est vrai, oui. Maintenant, dans les années 80, on n'avait pas suffisamment de données pour les entraîner.
On n'avait pas encore les algorithmes qui permettaient de régulariser les modèles pour les stabiliser. Et on n'avait pas suffisamment de puissance de calcul. Donc il y a eu un gros flop sur les réseaux de neurones. Il y a un peu eu un hiver du réseau de neurones jusque vers les années 2012. À tel point que certaines universités, certainement européennes, reniaient en bloc tout ce qui touchait au réseau de neurones parce que ils avaient essayé, ils avaient échoué, on savait que ça marchait pas, quoi. Mais c'est surtout grâce à ImageNet, un grand concours organisé par notamment Google, dans lequel il fallait que les algorithmes repèrent des objets sur des images, que l'académique a découvert que via le deep learning, qui est une technologie qui, au même titre que le machine learning, prend une décision sur base d'un input qui ici n'est plus un fichier structuré Excel pour faire du trend prediction, mais plutôt une image, donc des pixels. Comment on va interpréter ces pixels et comment on va détecter les patterns de pixels avant de prendre une décision de reconnaissance d'un objet. Donc, il faut savoir simplement le deep learning, c'est le même paradigme. La seule différence, c'est que ça permet de traiter toutes les données qui sont non structurées. De l'image, du texte, de la parole, des vidéos. Et donc, ça ouvre tout un champ de possibilités gigantesques. Donc voilà, je pense que là, tu peux me recadrer peut-être un peu sur la question. Donc voilà, à bien comprendre. Non, mais c'était très important qu'on clarifie ces éléments-là. Vous travaillez vous utilisez quelle technologie ? Deep learning ? Voilà, très intéressant. Alors, quand on a créé la société, on s'est rendu compte de deux choses. Premièrement, les patrons d'entreprise n'étaient pas au fait de l'intelligence artificielle et des bénéfices. Donc, c'était difficile à vendre. Et c'est-à-dire que tu vendais quel type de service ? Tu vendais un service, une solution ? Eh bien, on vendait du software à façon. Donc, on aidait les entreprises à s'équiper en software pour automatiser des processus, mais pas via le machine learning, parce que la plupart des entreprises pensaient qu'ils n'en avaient pas besoin. D'accord. Première idée. Deuxième idée, il y avait déjà pas mal de sociétés bien établies, de consultance en Belgique en tout cas, qui faisaient du machine learning traditionnel. Trend prediction, forecast, en tout cas prévision des ventes, ce genre de choses. Et donc on a eu du mal à rentrer sur ce marché. Mais en 2016, en fait, quand le deep learning s'est introduit dans l'industrie, dans le business, et qu'on a commencé à découvrir les quantités incroyables d'opportunités, on est rentré sur cette niche-là, parce que personne n'y était. Et qu'on a pu grandir là-dedans. D'accord. Et là, à partir de 2017, on a vraiment commencé à grandir de manière significative, en tout cas de manière plus forte, plus soutenue, parce qu'on s'est positionné sur la niche de l'intelligence artificielle via les données non structurées, à savoir le traitement automatique des images, des documents et du texte, qui était quelque chose d'extrêmement compliqué à faire avant 2016. En fait. D'accord, ok. Donc la proposition de valeur de Sagacify, si tu pouvais résumer en quelques phrases. Je vais commencer par notre vision. Oui. On aimerait libérer les personnes de toute tâche qui ne nécessite plus d'intelligence humaine. On aimerait bien créer un monde dans lequel les humains sont réhumanisés en traitant des tâches que seuls eux sont capables de faire, à plus forte valeur ajoutée, en laissant les machines faire le reste. Et donc, comment on fait ça ? Eh bien, on aide des entreprises à automatiser le traitement d'informations et la prise de décision, donc l'automatisation de tâches sur base d'informations. Donc, votre proposition de valeur, telle que tu l'as décrite, elle a en fait pas mal évolué en fonction des technologies. Donc, ce que vous avez lancé en 2013, tu m'as dit, oui, par rapport à 2020, ça a complètement évolué. On a fait un gros pivot en 2018. D'accord. On s'est rendu compte que le marché avait découvert l'importance de l'automatisation via l'intelligence artificielle. On avait toute l'équipe qui était prête pour le faire et on s'est engouffré dans ce domaine-là et on a commencé avec l'assurance. D'accord. C'est là où je trouve que c'est très intéressant qu'on discute aujourd'hui puisque, comme je te le disais en préparation de l'entretien, tu as des auditeurs qui sont dans le secteur financier. Avant qu'on réfléchisse, que tu nous décrives un use case lié au secteur financier, j'aimerais quand même que tu nous décrives un petit peu la typologie de clients que vous servez, que ce soit au niveau des secteurs ou de la géographie. Et comment vous faites connaître en fait dans ces industries-là? Alors, on est depuis le pivot en 2018, on est très présent dans le monde de l'assurance et de le monde bancaire. Donc, tout ce qui est financial services. Aussi dans le monde de la comptabilité, qui sont aussi amenés à traiter une grande quantité de documents. Et donc, la genèse de tout ça, c'est on intervient pour automatiser toutes les tâches répétitives et rébarbatives au niveau des opérations dans les entreprises. Des back-office. Des back-office, quoi. Et donc, on sait très bien que les banques sont amenées à traiter des quantités d'emails, de documents provenant de leur clientèle, les assurances provenant de leurs courtiers importantes. Il y a énormément de tâches répétitives et rébarbatives qui aujourd'hui ne nécessitent plus d'intelligence humaine et donc on peut décharger les personnes de ces tâches qu'ils n'ont plus envie de faire
pour les réaffecter potentiellement à des tâches à plus forte création de valeur. Et je pense que notre attention, c'est vraiment la création de valeur pour le business. Donc, au-delà de la performance technologique qu'on arrive à apporter dans les entreprises et les gains en termes d'automatisation qu'on est capable de réaliser, on ne s'engage dans une relation business que si on est certain qu'on va créer de la valeur et que voilà, des ROI importants vont pouvoir être dégagés, quoi. Je pense qu'on est là pour aider le business, on est là pour s'intégrer dans les workflows du client et on apprend avec eux. Je ne suis pas assureur, donc c'est un métier que j'ai fini par découvrir en collaboration avec nos clients. D'accord. Voilà. Et du coup, pas centré qu'en Belgique, vous avez des clients un petit peu partout en Europe Alors à Paris, oui. en Hollande, Pays-Bas, surtout Bruxelles et Wallonie. Il y a beaucoup d'assurances et de banques à Bruxelles, donc ça c'est notre marché le plus important. Et voilà, une percée dans le nord du pays, un peu plus difficile de par peut-être la barrière culturelle, mais en tout cas, on s'équipe pour y arriver. Parfait. Alors du coup, est-ce que tu pourrais prendre un use case, un cas d'utilisation que vous avez mis en place avec un client et nous expliquer vraiment la conception, comment vous en êtes arrivé à finalement lancer ce cas pour alléger les équipes et qu'on comprenne vraiment aussi parce que tu disais que tu collaborais avec ton client, toute la partie gestion de projet en amont avant de lancer la solution, comment ça s'est passé ? Alors c'est clair que quand on n'est pas versé dans l'intelligence artificielle, ça peut paraître un peu mystique. Donc la première étape, c'est de démystifier avec le client cette technologie pour un petit peu sortir du hype. Et pour lui faire comprendre que ce n'est pas que du hype et oui, il y a beaucoup de valeur pour eux. Donc ce qu'on organise souvent, c'est un premier workshop de découverte. Nous, on appelle ça le Quick Scan AI. On va donc au travers d'une matinée, on donne un cours, donc on met tout le monde au même niveau dans la société. Alors quand je dis tout le monde, ce sont les stakeholders des business units, tout ce qui est les business managers, en tout cas des différentes fonctions et activités de l'entreprise. On les met à niveau, on leur donne ensuite les outils, une fois qu'ils ont compris ce que c'est, on leur donne les outils pour identifier eux-mêmes au sein de l'organisation, de leur process, les potentielles opportunités. Et donc là, on ratisse très large. Donc, quand tu arrives à ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'opportunités, de cas identifiés ou tout le monde a déjà en tête les cas améliorés ? Alors, en 2018, pas tellement. En 2020, ils savent tous ce qui fonctionne. Donc, il y a vraiment une maturité. Il y a eu un gain de maturité assez rapide qu'on a pu observer au cours des 2 dernières années. Donc, en 2020, le monde est tout à fait différent au niveau de l'assurance, selon de mon impression, qu'en 2018. En 2018, tous les cases étaient fascinants et potentiellement à mettre en place parce que rien n'était fait, en tout cas dans la grande majorité. En 2020, les cas les plus simples ont été développés. Donc ça peut aller relativement vite. Et les gains business sont tels qu'effectivement les assurances n'attendent pas. Donc dans ce workshop-ci, une fois qu'on ratisse là, au travers d'un brainstorm, tout le monde doit partager ses idées. Ensuite, nous, on arrive avec une méthodologie où on va challenger les différentes idées, les évaluer selon une analyse multicritère au niveau quel serait le coût du changement, l'effort d'intégration chez vous, la complicité technologique, le gain business, ce genre de choses-là. Et on va prioriser d'une certaine manière toutes les opportunités que l'équipe, en fait, le client, l'entreprise aura identifiées. Ensuite, on retourne dans nos bureaux et on identifie une roadmap idéale pour eux. Alors, c'est quoi une roadmap idéale ? C'est une roadmap qui va commencer par les quick wins. Le plus gros pain point. Et les plus gros pain points, ouais. Mais qui représentent aussi l'effort technologique et de développement le plus faible. Parce qu'on ne va pas commencer avec un projet qui dure 2 ans, non, parce que du coup, si ça se rate, tu vas démotiver tout le monde. On va démotiver tout le monde. Ouais. Il faut prouver que ça marche rapidement et que ça crée de la valeur pour générer un buy-in interne, de la visibilité du projet, et puis du coup, pouvoir assurer qu'on va pouvoir déployer effectivement plusieurs cases à succès progressivement selon une roadmap qui est quand même bien pensée selon les problématiques principales du client. D'accord. Et donc, on lui présente ça. Le client ensuite sélectionne un projet qui lui convient. Et là, on s'inscrit dans soit un proof of concept, un projet de proof of concept. Donc, on va travailler quelques semaines à quelques mois sur base des données du client pour lui prouver, bien regardez, monsieur le client, on arrive à automatiser 90% du volume de vos tâches de traitement d'email de documents. Je reviendrai sur un case plus particulier après. Ou proof value, ça c'est plus en 2020. Comme la plupart des cases ont déjà été bien résolus et sont matures, on l'a déjà fait 3 fois, ce case-là. Et donc, on ne va plus faire un proof of concept, on sait que ça marche. Donc là, on prouve la valeur chez le client d'une solution qui existe déjà, qui est déjà mature. D'accord. Voilà. Et c'est beaucoup plus court, c'est moins cher. D'accord. Et après, déploiement en production,
et maintenance du projet. Alors évidemment, sur un projet agile, c'est très important que le client soit intégré de manière très proche avec nous, parce que la connaissance métier est extrêmement riche, et donc c'est en connaissant la manière dont le client travaille et dans le workflow dans lequel ça s'inscrit qu'on arrive à créer la solution qui est la plus adaptée et la plus performante. Et à la fin, surtout, je pense que ce qui différencie d'autres sociétés, c'est qu'on donne les clés de la solution potentiellement au client. On ne donne pas une black box dont il ne va rien savoir faire et duquel il va être dépendant de Sagacify. Ils peuvent ouvrir la boîte, la comprendre, la modifier éventuellement et la maintenir s'ils veulent. D'accord. Donc on leur donne un asset. Ok. Mais alors, dans les banques, moi je connais plutôt l'univers des banques, mais j'imagine que c'est très proche aussi dans l'assurance. Tu as à gérer le legacy des systèmes. Comment est-ce que tu prends en considération, enfin comment tes équipes prennent ça en compte pour s'interfacer de manière efficace avec ces core banking systems, en l'occurrence pour la banque, et pour gérer justement je pense aussi aux données qui sont pas toujours rangées dans le bon ordre. Comment est-ce que vous arrivez à prendre en compte ces paramètres ? Alors, effectivement, c'est une question auquel on est confronté systématiquement. Donc, le legacy, on travaille régulièrement sur des mainframes de l'S400 dans les banques et les assurances. C'est quoi ça ? C'est une forme de vieux système de base de données. Donc, c'est les écrans, c'est les applications et des lettres vertes sur les écrans noirs. Oui. Ce genre de choses. D'accord, oui, je vois. C'est assez ancien, 80, mais ça fonctionne bien, si ce n'est que ce n'est plus du tout au goût du jour. Pas de souci. Donc nous, on développe nos solutions de manière extrêmement modulaire et détachée quelque part des solutions du client. Et donc c'est un module qu'on va pouvoir plugger facilement au travers d'API, par exemple, à tous les systèmes legacy potentiellement du client. Donc, plutôt que la tâche arrive sur l'écran d'un opérateur ou d'un claim manager, en tout cas d'un manager sinistre, d'un gestionnaire sinistre, ce genre de choses, eh bien, si en amont la tâche est envoyée sur nos services dans le cloud, le machine learning, du coup, l'intelligence artificielle donne une réponse qui est, en fait, j'aurais traité cette tâche comme ceci. Et si le seuil de confiance de la machine est suffisamment important, l'opérateur ne voit même plus du tout la tâche. D'accord. Elle est directement automatisée. Si par contre, la machine n'est pas certaine de certaines choses, c'est une information pré-complétée déjà qui arrive sur l'écran de l'opérateur. Et donc, il y a soit une automatisation complète, soit une automatisation partielle qui a du coup permis à la personne de gagner beaucoup de temps. Mais on reste la plupart du temps sur les systèmes existants des clients. Dans certains cas, on nous demande également de développer l'interface de gestion des workflows au goût du jour. Et comme effectivement, on a un passif de développement de software, on est capable de faire cette partie-là aussi. Et comment les Chief Information Security Officer vous accueillent parce qu'il y a quand même, dans le secteur financier, il y a quand même une sensibilité aux données comme dans le secteur pharmaceutique. Comment est-ce que vous adressez ce point et y répondez vis-à-vis des CISO et des DPO, les Data Protection Officers? Alors, avant le GDPR ou le RGPD, les projets les plus sensibles, c'était l'équipe de Sagacify qui devait se déplacer dans les bureaux de la banque et travailler dans un local fermé sans lumière et sans Internet. Et on développait le modèle en interne. Donc ça, on l'a vécu. Maintenant, il y a quand même une ouverture. Je pense que la plupart même des plus grandes entreprises, les sociétés pharmaceutiques, les banques se rendent compte que les clouds sont extrêmement sécurisés, ont tous les niveaux de compliance en termes de sécurité que eux parfois n'ont pas toujours. Bien sûr. Et donc, on subit quelque part, ou on collabore avec l'équipe IT et sécuritaire de nos clients pour ouvrir en fait tout notre système, notre infrastructure dans le cloud au niveau de la sécurité et pour leur permettre de faire un audit. Et donc on passe au travers d'audits qui durent parfois quelques semaines, mais quelque part on s'assure qu'à la fin le client est certain qu'au niveau de nos process on est extrêmement sécuritaire. D'accord. Ouais. Donc ça, les mentalités évoluent et il y a une ouverture. Vous avez des tests de pénétration, des choses comme ça. Tests de pénétration, tests de sécurité et surtout exposition de toutes nos règles de sécurité et de nos processus en cas d'incident. Parce que vous n'êtes pas régulé, j'imagine. On n'est pas régulé, c'est vrai qu'on n'a pas de certification ISO en termes de nos process, mais par contre, ces entreprises tierces qui nous auditent au niveau de notre sécurité assessent régulièrement qu'on est bon pour pouvoir héberger les données sensibles de nos clients. D'accord. Alors, tu l'as brièvement évoqué et c'est vrai qu'on en avait parlé quand on avait préparé l'entretien. Tu m'appelais depuis ta voiture.
Exact. en visioconférence. Est-ce que tu pourrais revenir sur le cas de la compagnie d'assurance que vous avez accompagnée? Moi, je trouve ça magique pour traiter 90% ou 95% des... 90%, oui. C'est ça? Du volume, Ouais. tout à fait. Donc, je vais revenir sur ce cas d'utilisation. Donc, suite à ce workshop que je décrivais, on a Ouais. identifié une roadmap et on s'est engagé dans cette roadmap. Le premier cas, ça a été la gestion des emails entrants, donc provenant des courtiers et des clients. Plusieurs milliers d'emails doivent être traités par jour. C'est-à-dire que l'opérateur doit ouvrir l'email, consulter les pièces jointes, comprendre à quel gestionnaire envoyer Donc, l'email. c'est en cas de quand il y a un accident de voiture, par exemple. En cas d'accident de voiture, il y a une déclaration de sinistre qui arrive. Eh bien là, la personne se dit j'ai eu un sinistre à telle date. Il y a le constat d'accident du coup qui est potentiellement intégré, voire une facture du garagiste si on est un peu plus tard parce qu'il y a eu du travail de carrosserie. Donc il y a énormément de cas qui sont gérés selon les process de l'entreprise par différents gestionnaires. Et en amont du travail de gestionnaire, qui sont des personnes qui sont quand même relativement, d'une certaine manière, onéreuses et qui ont une bonne expertise, ces documents, ces emails sont pré-traités par des opérateurs qui vont les envoyer, du coup, aux gestionnaires qui vont les encoder ou les pré-encoder dans le système pour qu'ils puissent être réputés plus facilement. Et tout ce travail de pré-encodage et d'envoi aux gestionnaires était fait manuellement. Donc là, on a pu automatiser la plus grande partie de ce travail-là pour permettre à ces gens de passer plus de temps et un temps plus qualitatif à répondre aux clients quand il manquait de l'information, quand les requêtes des clients n'étaient pas assez claires. Donc ça, c'est vraiment le traitement automatique des emails. Alors là où ça devient intéressant... D'où le deep learning. Et là, complètement deep learning, parce qu'on touche au texte brut. Donc on lit le mail au même titre que nous. On sait bien que la langue est extrêmement ambiguë. Et donc, seul le deep learning, donc normalement depuis les années 2016, mais il faut savoir qu'il y a une révolution. Alors là, je fais une petite aparté. Vas-y. Tous les systèmes qui ont été développés avant 2019 en NLP, donc en traitement de langue, peuvent être remis au goût du jour parce qu'il y a eu une grosse révolution l'année passée qui font que les systèmes sont bien plus performants en 2020 et 2019 qu'ils ne l'étaient en 2018. Donc il faut savoir que c'est un monde qui évolue extrêmement rapidement et de manière rapide, je viens de le dire. Et donc on a pas mal de clients qui nous disent oui, mais on a déjà ça. Alors soit êtes-vous sûr que vous avez bien de l'IA et pas du RPA? Et en fonction du volume que vous êtes capable d'automatiser, si c'est un système qui date de 2018, il est peut-être temps de le remettre au goût du jour parce que plutôt que de faire 70 ou 80% d'automatisation, vous pourriez atteindre 95% par exemple. D'accord. Voilà, ça c'était l'aparté. Donc c'est toujours bien de se remettre à jour, de s'assurer que les partenaires avec qui on travaille sont aussi au goût du jour. Là où on a trouvé c'est-à-dire que dans ce cas-là, tous les emails qui étaient bien compris par la machine pour lesquels on pouvait extraire les métadatas automatiquement n'étaient plus du tout montrés aux personnes. Donc là, les personnes ne traitaient que entre 10 et 20% du volume en fonction de la complexité. Ensuite, au traitement les entreprises recevaient, donc cette entreprise d'assurance, en deuxième instance, recevait énormément de factures provenant de médecins, de frais d'avocat, de devis de garage, ce genre de choses. Chaque facture devait être manuellement analysée par les gestionnaires pour s'assurer de leur éligibilité par rapport à la tâche pour la résolution du sinistre. C'était un travail qui durait pas mal de temps, s'assurer qu'effectivement le fournisseur ne demandait pas un montant trop élevé. Donc là, on a réussi à apprendre à une machine, en fonction du contexte du case, donc du sinistre, et du libellé de facturation du fournisseur, s'assurer est-ce que la facture est en fait illégitime quelque part ou devrait être disputée par l'assurance pour envoyer un message fort aux suppliers, aux fournisseurs en leur disant ne facturez pas trop cher, on vérifie tout, mais ne pas prendre une quantité importante de ressources humaines pour cette tâche qui est vraiment en fait désagréable, répétitive, rébarbative à faire. Et là où avant il traitait 100% des tâches, on parle de centaines de milliers de factures par an à analyser comme ça, on a prouvé qu'en ne traitant que 10% de ces factures manuellement, le reste étant traité par la machine, on ne trouvait pas 2% seulement de factures à disputer, mais 5%. Dingue. Donc tu améliores les revenus Donc on améliore les revenus du client et on diminue par 10 la quantité de travail pour améliorer ses revenus. Donc c'est ça, voilà, c'est un super case, quoi. Donc voilà, ça c'est simplement OK sur les factures. Alors en plus de ça, on pourrait... Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous auditez c'est peut-être naïf comme question, mais est-ce que tu audites de temps en temps la machine pour t'assurer qu'il n'y a pas des faux négatifs qui sont partis à la trappe? Alors, toujours. Des faux positifs, pardon. Les deux. Oui. Alors, c'est extrêmement important d'auditer son système et de le surveiller en permanence.
Pourquoi ? Parce que lorsqu'on entraîne un modèle sur base de données du passé, on n'est pas à l'abri que les données ou le phénomène qu'on observe évoluent, ce qu'on appelle un distribution shift. Hein. Et donc, on a dans nos contrats de maintenance, on a des écrans de monitoring qui nous montrent la performance en temps réel des systèmes. Et dès qu'on voit qu'effectivement certaines, les paramètres sortent un petit peu des spécifications, on intervient et on réentraîne les modèles éventuellement pour les maintenir à jour. Et ça se passe sur base de la feedback loop. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une machine émet une prédiction, soit un humain la valide, et auquel cas on reçoit un feedback en disant la machine avait bon, ou attention non, j'ai dû corriger la machine. Donc là on avait en fait un faux positif. Soit si dans un processus 100% automatique, nous on va faire du sampling. Donc on va prendre 1 ou 2% de tâches qui sont bien classées et tout de même les envoyer aux personnes pour qu'ils les reviewent manuellement, et on compare ce que la machine avait dit et ce que la personne a dit. Et comme ça, voilà, même dans un processus 100% automatique, on surveille le bon fonctionnement du système et on permet de l'améliorer au cours du temps. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on met en place cette boucle de feedback avec support humain au niveau de la validation, les systèmes continuent à s'améliorer avec le temps. Donc les performances, sans rien faire, de jour en jour, deviennent meilleures. Et ça, on observe ça systématiquement. C'est passionnant. C'est passionnant. Je trouve aussi. Alors, je suis très triste parce qu'on arrive à cette fin d'épisode. Avant qu'on finisse, est-ce que tu voulais encore préciser quelque chose aux auditeurs ? J'invite tous les auditeurs à se poser la question de savoir où ils en sont en termes de leur maturité au niveau de l'intelligence artificielle, parce que c'est clairement... Alors, on en parle partout, mais c'est pas pour rien, parce qu'il y a énormément de bénéfices à en retirer. Moi, je suis vraiment un positiviste de l'intelligence artificielle. Donc, j'invite à faire un exercice de maturité, simplement se poser la question en termes où on en est, et inviter potentiellement des partenaires qui sont experts dans le domaine pour faire un peu un état. En disant, voilà, on est en 2020, c'est vrai qu'on a peut-être lancé quelques initiatives en 2018, mais le monde change tellement vite, il y a de nouvelles opportunités tous les ans, grâce aux évolutions algorithmiques, qu'il est possible potentiellement de dégager de nouvelles opportunités. Et est-ce que tu pourrais, avant qu'on se dise au revoir, nous donner les prochaines étapes de Sagacify ? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans ? Alors effectivement, donc, comme il y a, très bonne question, le marché évolue extrêmement vite au niveau des opportunités. Et du coup, la compétition aussi, fatalement. De plus en plus de grandes sociétés de consultance s'arment d'un bras fort d'ingénieurs en machine learning pour pouvoir effectivement adresser les mêmes problématiques que des startups plus agiles pouvaient effectivement déjà adresser il y a quelques années, par exemple. Et donc, il faut constamment se renouveler, constamment aller chercher de l'innovation et d'évoquer. Donc, nous, on maintient des activités de R&D, de recherche et développement très fortes pour toujours rester à la pointe et toujours consigner correctement à nos clients. Mais ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est toutes les solutions génériques qu'on a pu développer pour nos clients, le mailbot, le traitement automatique des emails, le traitement automatique des documents, ce genre de choses-là, qui était un problème récurrent. Eh bien, c'est s'inscrire dans de la productisation de ces solutions. Donc, plutôt que d'avoir une approche service, on aura toujours une approche service pour découvrir avec le client, en collaboration avec lui, les nouvelles opportunités. Mais tout ce qui a fait déjà ses preuves chez plusieurs clients qui marchent vraiment bien, c'est augmenter l'accès à ce genre de technologie en réduisant fortement les prix, en produisant de notre côté la solution. Voilà. Et on a déjà quelques produits en constitution pour devenir des produits software as a service qui seront beaucoup plus facilement intégrables dans les entreprises, idem, et du coup les plus petites entreprises aussi, les plus petites banques, les plus petites assurances avec un volume plus faible. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous conseiller un livre ou un film, une série qui t'aurait plu, que tu nous recommanderais ? Alors, je ne reviens plus sur le nom. Alors, j'aime bien tous les films, toutes les séries comme Westworld, qui font par exemple, qui illustrent un peu un monde dans lequel on cohabiterait avec de l'intelligence artificielle et un petit peu tous les dérives. Alors, j'ai bien aimé les livres de science-fiction Nexus. Je connais pas. C'est un auteur de quelle nationalité ? C'est un auteur américain, mais il projette un monde dans lequel des super-humains cohabitent avec des humains conventionnels, super-humains qui ont des facultés intellectuelles plus développées, qui sont augmentées via de la modification génétique. D'accord. Et voilà, et alors tous les conflits géopolitiques et voir comment effectivement les humains plus traditionnels s'en sortent pour se mixer à ces nouveaux super-humains. Il y a aussi un livre qui s'appelle Life 3.0, 3.0, qui explique qu'aujourd'hui on est Life 2.0, c'est-à-dire que nous humains, on a la capacité d'évoluer
et on a la capacité d'apprendre quelque chose. Mhm. Mais on n'a pas la capacité de changer notre corps, en tout cas notre enveloppe corporelle. Oui. Dommage. On n'a pas la capacité de s'adapter. Et là, le Life 3.0, c'est la vie dans laquelle les machines n'ont plus besoin d'être contraintes par cette enveloppe corporelle, et donc ont une capacité d'évolution beaucoup plus rapide et une capacité intelligente aussi, démultipliée. Tu veux dire les humains, pas les machines. Du coup, les machines représenteraient en fait cette vie 3.0. D'accord. Et donc, nous, on serait un petit peu délégués derrière. Donc, voilà, je pense que c'est très controversé. Moi, je suis un positiviste de l'intelligence artificielle. Je suis certain que je ne verse pas du tout dans la panique d'un Skynet ou d'un Terminator qui va tous nous envahir. Aujourd'hui, on a le contrôle. Mais c'est clair que c'est une troisième révolution industrielle, après la vapeur et après l'électricité. Je suis d'accord. L'intelligence artificielle, c'est une révolution en marche. Il faut l'embrasser plutôt que de la rejeter, parce que c'est strive or die d'une certaine manière. Donc, soit on l'embrasse et on en bénéficie, soit on l'embrasse pas et on va se faire disrupter. Mais comme toute révolution, je pense que ça va amener un monde plus positif encore, qui va réhumaniser pour moi l'humain, où l'humain va vraiment pouvoir travailler sur les tâches en collaboration avec la machine et déléguer aux machines ce que la machine devrait faire, quoi. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir, très, très agréable. Et comment est-ce qu'on joint Sagacify ? Et toi ? Je vous invite à vous connecter sur le site web sagacify.com, SAGACIFY. Et alors, mon adresse email, c'est Kevin, KEVIN, @sagacify.com. Donc, je serais ravi d'échanger avec les auditeurs ou répondre à toutes leurs questions. En étant passionné du domaine, moi, ça me passionne de traiter ces sujets. On entend ça, c'est super. Voilà. Merci beaucoup, Kevin. Merci à toi, Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.